Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Bruno Millienne pour le groupe démocrate pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi, avant de commencer mon propos, de faire une petite incise. Monsieur Bompard, j'aimerais que vous rappeliez à Monsieur Saint-Toul qui a disparu, ça prouve le respect qu'il a pour ses collègues. Oui, c'est pour ça que je m'adresse à vous, Monsieur Bompard. C'est pour ça que je m'adresse à vous, c'est parce que je vous ai vu, vous étiez là, donc voilà. Donc, simplement de rappeler à Monsieur Saint-Toul que Monsieur le garde des Sceaux est présumé innocent puisqu'il l'a mis en cause, ce qui n'est pas le cas de votre leader Maximo, qui a été condamné définitivement pour des violences exercées sur des policiers et sur un magistrat. On voit un peu la... Bah oui, mais si vous mettez ça dans vos textes, souffrez qu'on y réponde. Voilà. Voilà. Bref, venons-en à ce qui nous préoccupe ce soir. Nous voilà donc une nouvelle fois ici réunis pour débattre d'une nouvelle motion de censure déposée par nos collègues de la France Insoumise dans, il faut bien le dire, l'indifférence générale. Pourquoi ? Parce que les Français ont bien compris que les oppositions votaient systématiquement contre les textes financiers avant même d'en connaître le contenu. Parce que les Français ont bien compris qu'en contexte de majorité relative, le recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution était indispensable pour doter notre nation d'un budget et pouvoir continuer d'engager les réformes ambitieuses que nous portons pour notre pays. Parce que les Français ont bien compris qu'en l'absence de majorité alternative et sans bien sûr présager du vote de mes collègues d'ici quelques minutes, les chances de voir adopter une motion de censure étaient plus que limitées. Mais aussi, et je tiens à le souligner, parce que vos propres amis, ou ex-amis, ou futurs ex-amis, j'avoue qu'on se perd un peu dans les méandres de la NUPES, rejettent eux-mêmes votre stratégie de motion de censure systématique, lesquelles sont autant de défaites cuisantes pour vous et donc pour eux. Cette stratégie, et cela vous surprendra peut-être, moi j'y adhère pleinement et je veux vous remercier de la mener, principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'elle nous permet une nouvelle fois d'expliquer notre projet et de le décrire dans le détail, d'en aborder toutes les nuances et tout le pragmatisme, loin, très loin, très très loin, des positions aussi dogmatiques qu'inefficaces que vous avancez, tendance fâcheuse pour la qualité du débat public que vous partagez d'ailleurs avec vos collègues d'extrême droite. La seconde, c'est qu'elle nous permet d'avoir un vote sur le texte en question et donc de montrer que loin des éléments de langage caricaturaux que vous n'avez de cesse de rabâcher, le 49.3 est un outil démocratique, pas le meilleur, j'en conviens, mais un outil légal que nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à utiliser pour aller au-delà du blocage institutionnel. Pourquoi je parle de blocage ? Parce que vous et les autres oppositions êtes absolument incapables de proposer un projet alternatif cohérent pour financer notre sécurité sociale. À ça, pour faire des coups et mettre en difficulté la majorité, quel mérite, quand on est en majorité relative d'ailleurs, là, pas de problème. Vous arrivez à vous mettre d'accord et nous l'avons bien vu en commission en première lecture. On cherche d'ailleurs toujours l'intérêt pour les Français de ces manœuvres, mais peu importe, vous avez vos belles vidéos pour les réseaux sociaux. Au final, cela aboutit à une situation dans laquelle nos collègues de la NUPES arrivent à se réjouir d'avoir rejeté la création d'un service de repérage et d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Cela aboutit à une situation où, sous les applaudissements, nos collègues de la droite empêchent les patients gravement malades d'avoir plus facilement accès à des médicaments innovants. Bravo, mes chers collègues, je pense que vous pouvez être fiers de vous. Naïvement peut-être, nous espérions au groupe démocrate pouvoir travailler avec vous en bonne intelligence à la construction d'un compromis acceptable pour tous, mais une nouvelle fois, les conditions que vous fixez, à dessein, rendent impossible cet atterrissage. Nous en prenons acte. Avec regret, les Français eux-mêmes pourront en juger lors des prochaines échéances électorales. La réalité, c'est que, contrairement à ce que vous tentez de faire croire, ce PLFSS se place dans l'héritage strict de notre système social, qui est autant notre fierté que l'honneur de notre pays. Celui qui fait que l'appartenance à la communauté nationale va de pair avec le fait de pouvoir compter sur la collectivité en cas de maladie ou d'accident, ou tout simplement lorsqu'est venu le temps de quitter le monde du travail pour profiter de ses vieux jours.
Ce modèle social unique, nous le préservons dans ce PLFSS, y compris malgré les contraintes budgétaires qui pèsent sur notre pays après 50 ans d'endettement, y compris malgré la nécessité que nous avons de tendre de nouveau vers l'équilibre budgétaire. Pour donner quelques exemples, cet impératif de solidarité s'exprime par la meilleure articulation des droits à la complémentaire santé solidaire avec les minima sociaux comme l'allocation adulte handicapé, l'allocation supplémentaire d'invalidité ou celle destinée aux chômeurs de fin de droit. Il s'exprime par la suppression des jours de carence en cas d'arrêt de travail dû à une interruption médicale de grossesse. Il s'exprime par la prise en charge par la collectivité du renouvellement de l'allocation proche aidant pour mieux accompagner ceux qui prennent soin d'un proche malade plusieurs fois au cours de leur vie. Nous avons aussi une obligation de mieux accompagner la santé de nos concitoyens tout au long de leur vie. C'est le sens de la priorité donnée à la prévention dans ce texte, sur la vaccination bien sûr, mais aussi dans l'accès aux soins et la détection plus systématique de certaines maladies. Les députés démocrates, avec Cyril Isaac-Sibille, avaient d'autres propositions sur ce sujet que nous continuerons de porter dans les prochains mois. La responsabilité budgétaire, celle qui nous pousse à compenser les nouvelles dépenses par des mesures d'économie, c'est par exemple sur la consommation et le prix des médicaments, mais également sur les sommes versées à l'UNEDIC pour tenir compte des effets des réformes de l'assurance chômage et de l'amélioration du marché de l'emploi. Mais au-delà de ces deux impératifs, ce PLFSS est aussi un texte d'émancipation qui doit permettre à chacun d'être acteur de son destin, notamment face à la dégradation de l'état de santé. C'est tout l'objet des rendez-vous aux âges clés de la vie que le projet de loi propose de plus facilement généraliser, comme de la prise en charge inédite des moyens de contraception. Notre groupe démocrate a d'ailleurs pleinement contribué à renforcer ce texte et s'en félicite, même si, et c'est bien normal, nous n'y retrouvons pas tout ce que nous aurions aimé voir apparaître. C'est le jeu de la construction du compromis au sein d'une majorité et nous l'acceptons pleinement sans renier nos convictions. Nous continuerons d'essayer de vous convaincre dans les prochaines semaines, dans l'esprit de co-construction qui préside à notre travail commun, mais vous l'aurez compris, nous ne soutiendrons pas cette motion de censure. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue.